Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui. Le G100 Global Networking version francophone vous accueille aujourd'hui pour parler des violences contre les femmes. La violence touche les femmes partout dans le monde, avec de fortes disparités selon les régions, les pays, les milieux urbains, ruraux, professionnels. Selon ONU Femmes, dans le monde, on estime que 840 millions de femmes, soit 1 sur 3, donc un tiers, ont subi au moins une fois des violences, en parlant par exemple des violences sexuelles et ou physiques, de la part d'un partenaire intime, des violences sexuelles en dehors du couple ou pas du tout. Les violences basées sur le genre désignent tout acte préjudiciable perpétré contre une personne en raison de son sexe ou de son identité de genre, souvent caractérisée par des violences physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler des violences contre les femmes. Vous avez aujourd'hui plusieurs invités. Donc moi, je suis Carmen Zamba. Je suis la fondatrice du cabinet CMBZ Consulting International, cabinet domicilié en France, qui fait l'accompagnement des étudiants ou professionnels internationaux, de l'événementiel d'affaires, de l'intermédiation et de la formation. Donc je suis Country Chair France, G100 Global Networking. Et aujourd'hui, vous allez avoir plusieurs intervenantes de partout qui viendront vous parler des violences contre les femmes. Donc aujourd'hui, nous allons avoir, parmi les thématiques, nous allons avoir les violences verbales en milieu professionnel. Donc comment ça se passe en milieu professionnel pour les femmes. Nous allons aussi parler des violences en milieu rural. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons également aborder la question des violences en milieu familial, donc intrafamilial, notamment en parlant d'inceste, ou alors comment se réparer finalement lorsqu'on a subi ces violences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, comment on se répare, comment les femmes vont pouvoir dépasser cela. Il y aura ensuite la présentation du bilan, plutôt un questionnement sur ce qu'a révélé en France le procès des viols de Mazan, ou encore l'affaire Pellico, et comment agir lorsqu'on est face à ces violences-là, que ce soit personnellement ou que ce soit un proche, comment agir et comment s'engager. Donc, je vais laisser la parole à chacune pour se présenter avant de pouvoir développer toutes les thématiques. Merci. Laure, c'est à toi. Bonjour toute la team, bonjour les femmes influentes. Je suis contente et ravie de faire partie de ce panel, de pouvoir échanger sur un thème aussi important que la violence faite aux femmes. Je suis Madame Laure Francine Ratanga. Je suis expert en tourisme et je suis également inspecteur des services au ministère du Tourisme durable et de l'artisanat du Gabon. Je suis Country Chair Gabon et je vous entretiendrai ce soir, cet après-midi, sur la violence verbale en milieu la violence faite aux femmes de manière verbale en milieu professionnel. Merci. Merci Laure. Marie-Berthe. Bonjour mes très chères sœurs du G100 Global Networking. Bonjour Carmen et merci beaucoup de nous avoir permettre d'avoir ce cadre d'échange sur un thème aussi essentiel qui est les VBG. Donc, je m'appelle Marie-Berthe Adjenden Sambou, Madame Bachi.
Je suis experte en ingénierie du genre, ingénieure agronome, mais aussi spécialiste en finances rurales et durables. Donc, je vais m'entretenir avec vous surtout sur le volet économique, donc de la violence faite aux femmes en milieu rural et comment cela a un impact sur leur épanouissement économique. Merci beaucoup. Merci Marie-Berthe. Claude? Bonjour à tous, je suis Claude Félicia, je suis diplômée d'un master 2 en sciences politiques axé sur les transformations sociales et environnementales. Je suis intéressée par les questions d'égalité de chance, notamment en ce qui concerne les femmes, qui m'a conduit du coup à écrire un livre sur les problématiques de santé et les problématiques sociales des femmes. Je vais vous partager du coup le thème qui est l'inceste de l'ombre à la vie adulte de la femme. Merci. Merci Claude. Abiba. Oui, bonjour l'équipe féminine. Ravie de vous retrouver autour de ce thème, bien triste bien sûr, mais très intéressant notamment. Je suis docteur Yann, médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation. En même temps, présidente d'une association humanitaire et gérante d'une association pour le conseil, l'accompagnement du handicap. Et c'est donc, en matière de G100, je suis country advisor trans. Et c'est donc du fait de mon expérience d'une trentaine d'années dans le domaine du handicap que je vais aborder le sujet sous le versant du handicap. Le handicap qui est conséquent de ces violences malheureuses, bien sûr, de ces violences sur les femmes. Et donc, j'intitulerai mon intervention Corps brisé, vie à reconstruire, quand la violence crée le handicap. Et on peut aussi l'intituler aussi de la violence au handicap, une réalité invisible. Voici le sujet que je pourrais aborder avec vous. Merci. Merci Abiba. Et donc moi, je vais vous présenter le procès des viols de Mazan ou l'affaire Pellico. Je ne vais pas parler de l'affaire en elle-même, mais je vais plutôt vous présenter ce que ce procès révèle sur la société française, ce que ce procès révèle sur la place de la victime dans une affaire de viol lorsque il y a des procès. Comment la victime est-elle, comment je vais dire, comment est-elle dépeinte? Ce que révèle vraiment ce procès par rapport à la société française. Merci. Alors, Lydiane. En France, tous les 2 à 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Une femme sur 10 est victime de violences conjugales. Et pourtant, quand on regarde autour de nous, tout semble normal. Parce que la violence contre les femmes a une particularité. Elle est partout, mais elle ne se voit presque jamais. Je m'appelle Lydiane Feuerherr. Je suis membre du G100, un réseau de femmes engagées qui porte des sujets de société avec conviction. Ce soir, je ne viens pas vous parler en experte. Je viens vous parler en femme, en citoyenne et en voisine. Parce que ce qui se passe derrière les murs de nos immeubles, dans nos quartiers, à Strasbourg, nous concerne tous. Mon intention, pendant ces prochaines minutes, est simple. Sensibiliser sans dramatiser. Informer sans culpabiliser. Ouvrir un espace de parole pour que chacun reparte avec une idée claire de ce qu'il peut faire. Lydiane? C'est bon?
Ok, d'accord. Ben merci. Donc après ce premier tour de table, où chacune a pu se présenter et donner brièvement le titre de son intervention, nous allons passer au développement des thématiques de chacune. Donc nous allons commencer par Laure, qui va nous parler des violences verbales en milieu professionnel, le cas du Gabon. Merci. Merci Carmen. Je tiens à parler de ce thème. Pourquoi? Parce que c'est un thème qui me tient vraiment à cœur, qui m'interpelle et qui interpelle plusieurs femmes qui vivent cela au quotidien dans leur milieu professionnel. Donc, je parlerai essentiellement du Gabon. Pourquoi? Parce que je suis au Gabon et puis je suis aussi cadre dans la haute administration du Gabon, principalement au niveau du ministère en charge du tourisme. Et j'ai eu la chance d'occuper des postes dans les hautes sphères de cette administration. J'ai été directeur général du tourisme de 2013 en 2015. J'ai par la suite été promu au poste de directeur général adjoint de l'hôtellerie, toujours dans la même administration. Et là, présentement, je suis inspectrice des services toujours au ministère du Tourisme. Pourquoi j'aborde ce sujet? Parce que c'est un sujet que j'ai moi-même vécu en tant que responsable. J'ai été malheureusement, je peux le dire ainsi, aux côtés des hommes. Je ne sais pas si j'étais une menace, si j'ai toujours constitué une menace, je n'en sais rien. Mais j'ai remarqué que ces personnes qui étaient mes supérieurs avaient tendance à vouloir me marginaliser, me calomnier. Et je n'étais pas la seule dans ce cas. Il y a plusieurs de mes collaborateurs qui ont vécu cela. Et là, moi, c'est vraiment quelque chose d'humiliant. C'est vraiment des propos rétrogrades, des propos invalidantes, parce que comme on disait, nous sommes toujours dans le cadre, je rejoins un peu Abiba qui parlera des femmes dans le handicap en fait. C'est toujours une forme d'handicap, parce que même si l'handicap n'est pas physique, elle est quand même n'est pas visible, n'est pas physique, mais elle est là. Parce qu'à un moment, on se remet en question, on se dit, est-ce que je suis pas à la hauteur? Je suis allée à l'école, j'ai appris, j'ai eu des diplômes qui me permettent de pouvoir exercer dans ce domaine. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous, femmes, quand on veut vraiment se mouvoir, quand on veut vraiment apporter notre plus-value, on est comme marginalisé, on est comme pas comprise. C'est comme si on constituait une menace. Et c'est un peu ainsi que j'ai vu cela. Donc, j'ai été directeur général, comme je le disais tantôt, adjoint de l'hôtellerie de 2015 à 2023. Donc, j'avais un supérieur masculin et la collaboration n'a pas été celle-là dès le départ. Je pense que peut-être mes antécédents en tant que directeur général du tourisme et lui venant, il était auparavant, je pense, chef de service et puis par des tournures ou bien peut-être parce qu'il était quelque part dans la politique, il a réussi à se faire promu directeur général de l'hôtellerie. Donc, je pense peut-être qu'il a vu en moi une menace. Donc, il m'a écarté de tout. J'étais dans la direction générale, sans lettres. Je ne voyais rien passer. Je n'étais même pas informée de ce qui se faisait à la direction générale. Il centralisait tout. Il ne voulait même pas que je puisse m'exprimer.
quand les collaborateurs demandaient à ceux que par exemple où se trouve le directeur général adjoint, il disait je suis le seul directeur général ici, il n'y a pas de directeur généraux, donc vous n'avez pas à l'appeler Madame le directeur général. Et moi de lui dire avant d'être adjoint, je pense qu'il y a directeur général devant. Je ne sais pas pourquoi vous voyez en moi une menace. Donc, ce sont des choses vraiment qui touchent une âme. Ce sont des choses qui remettent les gens en question et vous vous dites qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi cette violence inutile? Pourquoi cette violence verbale inutile? Peut-être pour flatter son ego, je n'en sais rien. Et nous sommes arrivés à une situation, j'en avais ras-le-bol, hein. J'avais assez de me taire. Parce que je me suis dit, je suis une femme de valeur, je suis une femme vraiment qui apporte quelque chose de plus à mon pays. Et je voudrais vraiment faire valoir mon pays dans l'administration dans laquelle on m'a promu, mais également au-delà de cette administration. Je pense que si je me tais, je continue à me taire, je continue à subir ces violences, je sens qu'il penserait qu'il a la même issue que moi, ou il est plus intelligent que moi, parce que même quand on changeait des équipes gouvernementales, la première chose qu'il faisait, c'est d'aller vers la nouvelle équipe pour dire j'ai mon adjoint, c'est une femme incompétente, elle est nulle, etc., etc. Vraiment, ce sont et les retours que je recevais de là, il y a des gens toujours bienveillants qui revenaient vraiment pour dire ah Madame Ratanga, faites attention. Votre chef est déjà allé vers les nouvelles autorités pour vous spolier, pour vous blasphémer, pour parler mal de vous. On vous a traité d'incompétente, on vous a traité de nul, on vous a traité de ceci, on vous a traité de cela. Donc, c'est pour cela, vraiment, j'ai tenu vraiment à développer ce sujet, à vraiment faire connaître aux femmes du monde entier que la violence n'est pas forcément physique, mais elle est aussi verbale. Et celle qui est verbale, et elle fait même plus mal parce qu'elle n'est pas visible. On ne voit pas les marques sur le corps de quelqu'un. Mais elle est intérieure, elle est profonde, cette violence. Et vous vous remettez en cause et vous dites, ah, peut-être que je ne mérite pas d'être à cette place. Je ne mérite pas de m'exprimer, je ne mérite pas de m'extérioriser et de montrer ma valeur, de montrer qui je suis. Et là, à un moment, j'ai refusé. Je me suis dit, non, Laure, ne te tais plus. Il faut en parler. Il faut dénoncer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dénoncer. Je commençais à aller vers les autorités pour dire, ah, attention, ce que cette personne vient dire de moi, c'est pas ça. Et essayez de me mettre à l'épreuve et vous verrez qui je suis, vous verrez ma valeur. Et c'est ainsi que tout le monde a su, tout le monde a vu que, ah, mais tiens, mais il y a des femmes. Donc, il y a même des opérateurs qui disaient, mais tiens, donc il y a un directeur général adjoint de l'hôtellerie au Gabon. Nous, on n'a jamais su. On n'a jamais su qu'il y avait un directeur général. Elle ne se fait pas voir. Elle ne vient pas nous harceler. Elle ne vient pas, on ne savait pas. Et quand on m'a promu, quand il y a eu la Covid en 2020-2021, donc il y avait des administrations qui impactaient directement dans la Covid, dans la prévention, dans comment gérer cette Covid. Il y a le ministre du Tourisme d'alors qui m'a envoyé comme point focal du ministère pour intégrer cette brigade Miss du Copil. Parce que dans cette brigade, il y avait des administrations comme l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, la Défense, la Santé, les Transports,
le commerce, en fait, toutes les administrations qui devraient vraiment contenir, qui devaient vraiment gérer cette pandémie. Et il s'était rendu compte que le ministère du Tourisme, qui est essentiel, qui reçoit vraiment les touristes. Par exemple, c'est nous qui gérons l'hôtellerie. Qui dit hôtellerie, ce sont les hébergements, c'est la restauration. C'est nous qui gérons les agences de voyage, les salles de fête, etc., même les boîtes de nuit. Vous voyez que si les personnes, par rapport à la pandémie, si ces personnes vont dans ces structures et que dans ces structures, on n'a pas mis en place une signalétique, on n'a pas mis en place vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment permettre à ce que cette signalétique puisse aider les personnes qui vont aller dans ces structures. Donc, il fallait vraiment que le ministère du Tourisme s'implique et j'ai été nommé point focal et pour intégrer cette brigade Miss du Copil. Et cette expérience a été très enrichissante parce que j'ai bien représenté le ministère du Tourisme et les retours qui se faisaient dans les plus hautes sphères, donc dans le cadre gouvernemental, c'était des retours très positifs. Le ministère du Tourisme a eu la palme d'or par notre implication, par notre réactivité et cela a fait taire vraiment tout ce qui se disait en ce qui concerne les femmes, que les femmes sont incompétentes, que les femmes ne peuvent pas et tout. Donc, pour le moment, je peux m'arrêter là. J'espère que j'ai pu vraiment vous toucher. J'ai pu vraiment parler de ce phénomène qui est peut-être silencieux dans nos administrations, mais qui méritait par ce canal d'être révélé et d'être combattu. Merci. Merci Laure pour ce témoignage, parce que là c'est un témoignage, vu que c'est une expérience vécue. Merci de l'avoir partagé avec nous et ce qui est intéressant et ce qui est bien aussi, lorsque l'on parle de violence, il y a le mot silence qui apparaît un peu partout. Silence. Et lorsque les victimes se mettent à parler, c'est un grand pas. Et ça veut dire que le fait que tu le partages ici avec nous, c'est un grand pas. Donc, ceux qui vont t'écouter, qui vivent la même chose dans leur milieu professionnel, j'espère que ça va déclencher chez eux un sursaut et leur permettre aussi de se dire, je veux parler. Et la suite, donc là, on parle d'un milieu professionnel où des personnes sont compétentes, c'est-à-dire un milieu éduqué. Ok, elles ont des compétences. C'est une femme. L'homme a réussi, ou plutôt voulait l'invisibiliser. Qu'en est-il en milieu rural? Donc, Marie-Berthe va nous présenter le cas en milieu rural au Sénégal. Merci. Merci beaucoup, Carmen, encore pour la parole accordée. Donc, je m'en vais vous faire peut-être l'état des lieux, bien une petite présentation de comment se manifestent les violences faites aux femmes en milieu rural. Donc, j'ai choisi cette thématique parce que cette violence est une atteinte non seulement grave aux droits humains, mais également a comme conséquence un frein majeur au développement économique. Vous savez, au Sénégal, comme dans la plupart des pays en voie de développement, les femmes occupent une part importante dans la main-d'œuvre agricole et elles contribuent essentiellement à la production vivrière de nos pays. Elles jouent donc un rôle central. Mais même avec cela, elles font face souvent à une vulnérabilité ou à des violences qui aujourd'hui se manifestent. Par exemple, si tu pars en milieu rural, elles n'ont pas souvent accès déjà à la terre. Dans le cadre de leurs activités, elles n'ont pas souvent accès aux ressources productives
elles ne participent pas aussi souvent aux instances des décisions. Et pourtant, elles sont les premières à mener des activités génératrices de revenus et à accompagner leurs familles pour leur sortir carrément de la pauvreté. Par exemple, moi, je peux vous raconter peut-être une histoire que j'ai personnellement vécue en tant qu'actrice de développement dans le cadre de mes fonctions. Donc, il arrive souvent que des femmes aient accès à des équipements qui leur permettent de mener à bien leurs activités génératrices de revenus. Souvent même, elles partent jusqu'à contracter des crédits et pour pouvoir travailler avec ce matériel. Maintenant, un jour, je me rappelle, j'étais partie en mission de recouvrement dans le cadre de mes fonctions parce que cette femme, j'ai vu qu'elle n'était pas, comment dirais-je, totalement en phase dans le règlement de ses engagements. Une fois sur place, je me suis rendu compte que cet équipement qu'on lui avait accordé dans le cadre de ce projet n'était plus à sa disposition. Qu'elle a vu cet équipement être confisqué par son époux pour le remettre à la première raison du fait qu'ils sont en désaccord ou en contentieux. Et non seulement le gars a récupéré le matériel, mais ça ne suffisait pas, la femme subissait des violences conjugales. Donc déjà, en premier lieu, elle a même contracté un engagement au niveau de l'institution. Deuxièmement, elle ne peut pas honorer ses engagements déjà parce que son matériel avec lequel elle travaillait a été récupéré par son conjoint, mais aussi elle subissait des violences. Donc, ce sont des cas souvent en tant que financier, souvent en tant que expert en finance, qu'on ne prend pas en compte. Mais souvent, cela influe directement dans l'activité génératrice de revenus de ces femmes. D'autres, par contre, sont mis au premier rang, étant donné que souvent, avec les bailleurs, les projets et programmes, comme les cibles sont souvent les femmes, leurs époux leur mettent au devant de la scène pour leur laisser la place dans les institutions financières afin de pouvoir contracter un crédit à leur nom. Donc, ce sont souvent des violences économiques que ces femmes subissent au quotidien. Et je vais parler aussi d'un troisième aspect. Le conjoint peut te laisser la possibilité d'exercer pleinement tes activités. Et au final, les revenus que tu gagnes sont totalement confisqués par ce dernier et gérés par ce dernier. Donc, ce sont toutes autres formes de violence que ces femmes subissent dans certaines localités, mais malheureusement, elles n'ont pas la possibilité de pouvoir dénoncer à cause des pesanteurs socioculturelles déjà qui sont établis, des normes et des coutumes qui sont établis dans leur société. C'est pourquoi moi, souvent, je porte un peu ce plaidoyer à travers ces cadres d'échange, de pouvoir un peu parler à leur nom, de leur permettre quand même que les gens puissent savoir que ce sont des femmes qui sont certes dans leurs activités et qui n'ont pas souvent la chance de pouvoir s'exprimer, mais qui subissent intérieurement des violences. Bon, je peux parler aussi de tant d'autres exemples par rapport souvent aux projets. Tu vois, des projets qui viennent dans certaines localités où la cible est uniquement les femmes, mais malheureusement, avec, comment dirais-je, les règles coutumières, les pesanteurs culturelles, ces femmes n'auront pas accès vraiment à pouvoir réaliser ce projet uniquement parce que ils ont voulu mettre au devant de la scène des femmes de cette localité. Donc, autant pour dire que ça soit au Sénégal, en Afrique de façon générale, c'est toujours des violences que ces femmes subissent au quotidien et qui ne se reflètent pas totalement dans les enquêtes ou bien les études que les gens font, parce qu'elles ont peur de dénoncer. Je voudrais aussi un peu parler aussi
de façon générale que pour une femme rurale qui subit aujourd'hui une violence, c'est vraiment une perte pour la famille. Parce que lorsqu'elle subit la violence, elle n'a pas la force et la capacité de pouvoir produire. Elle n'a pas la capacité de pouvoir agir sur la sécurité alimentaire. Elle n'a pas la capacité d'être résiliente et d'être stable socialement. Aujourd'hui, nous, en tant que membres du G100 et en tant que leader du changement, nous avons la responsabilité collective de porter ces messages, de transformer nos engagements en des actions concrètes. Donc, c'était ces points que je voulais aborder en attendant peut-être d'avoir la parole et de pouvoir débattre sur autre chose. Merci. Merci Marie-Berthe. Est-ce que tu peux rajouter, parce que en échangeant, tu m'as parlé également de ce qui se passe au milieu rural lorsqu'elles sont répudiées. Donc, est-ce que tu peux aborder un peu ce point avant qu'on ne fasse la transition, s'il te plaît, merci, parce que c'est très important aussi. Oui, effectivement, parce que même hier, j'en discutais avec souvent la famille. Donc, moi, je suis issue du Sud et souvent, nous avons tendance à dire, et c'est ça la règle, que la femme ne doit pas hériter des terres. Donc, au cas où une femme qui investisse dans sa communauté, étant mariée et tout, avec dans le domaine agricole, en foncier, où elle a développé ses activités agricoles et tout, au moment où elle devienne, par exemple, veuve, elle n'aura pas, ou bien qu'elle soit répudiée, elle n'aura pas la possibilité de mener son activité. Donc, elle sera obligée de tout laisser et d'aller recommencer parce qu'elle n'a pas le droit normalement d'hériter des terres. Donc, c'est une problématique qui est là et qui se pose et qu'on rencontre souvent. Donc, la femme, elle sera obligée. Par exemple, dans certaines communautés, la femme n'hérite pas, mais plutôt l'homme. Donc, la femme, pour avoir des terres, elle sera obligée, elle, de dépenser, d'acheter une terre et de pouvoir mener ses activités si elle veut vraiment que le foncier lui revienne. Mais ça, c'est cas par cas. Mais dans certaines sociétés, c'est ce qui se passe. Donc, la femme n'a pas droit à hériter, même si elle a mené des activités économiques, à moins que ça soit consensuel, comment dirais-je, en consensus avec la famille, mais elle n'a pas le droit d'hériter ou bien d'amener ses activités. D'accord, merci. Je tenais à ce que tu évoques ce point-là parce que ça montre encore la vulnérabilité dans laquelle se trouve la femme au milieu rural. On est parti du milieu professionnel où on avait des personnes qui étaient éduquées, qui avaient des compétences, mais qui étaient quand même invisibilisées par les hommes. On arrive au milieu rural, c'est encore pire. Donc, on voit bien que rien qu'avec ces deux exemples-là, que quelque part, malgré le statut que la femme peut avoir, il y a toujours cette volonté d'invisibiliser, de l'invisibiliser. Maintenant, on ne dit pas que c'est tous les hommes qui se comportent de cette manière-là. Donc là, on a parlé des cas précis parce qu'on est dans la thématique des violences contre les femmes, donc on souligne ce qui ne va pas. Mais tous les hommes ne sont pas ainsi. Donc aujourd'hui, on a parlé des femmes. Il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences. Mais sauf qu'aujourd'hui, la thématique, ce sont les femmes. Mais nous ne nions pas ce qui se passe aussi du côté des hommes et des hommes aussi qui sont victimes. Hein. On ne nie pas ce fait-là. Et donc, merci encore à Marie-Berthe pour ta présentation. Claude, là, nous faisons la transition vers... on va dire l'intime, vers le côté, on va dire, familial en plein, parce que avec Marie-Berthe, on a abordé la femme au milieu rural dans son foyer, dans son couple par rapport à l'activité génératrice de revenus. Et là, c'est tout un autre angle qui est complètement familial avec Claude. Claude, c'est à toi la parole. Merci. Oui, alors... merci à Berthe et Laure pour
leur présentation qui était assez intéressante et qui me permet du coup d'introduire le thème de l'inceste, de l'ombre à la vie d'une femme adulte. Alors, je pense que c'est un sujet qui touche peut-être une ou deux femmes dans ce panel et c'est important du coup d'aborder ce sujet. Alors, je m'excuse déjà de peut-être heurter la sensibilité de quelques-unes. Et voilà, je pense que c'est important que nous abordons ce sujet aujourd'hui. Alors, premièrement, l'inceste est une violence sexuelle qui est commise au sein du cadre familial ou par une personne proche, en position de confiance ou d'autorité. En France, chaque année, c'est 160 000 enfants qui sont touchés par l'inceste. 160 000 enfants qui sont victimes d'inceste en France, chaque année. L'inceste touche particulièrement les femmes. Donc, ce sont 80% des femmes qui sont victimes et 20% des hommes qui sont victimes. Aujourd'hui, je souhaite aborder ce sujet afin de sensibiliser et surtout afin de briser le tabou de quelque chose, d'un mal qui est invisibilité par un silence qui n'a que trop duré encore une fois. Oh là là, et on continue. Alors, l'inceste se manifeste premièrement dans l'enfance. Ça peut toucher des enfants, mais ça peut également toucher des personnes adultes ou même adolescentes. Les premiers signaux sont très difficiles à identifier. Donc, au sein des familles, on a un adulte qui est très proche des enfants, qui s'occupe très bien des enfants, donc on ne s'en doute pas. Des fois, c'est même, ça peut partir du père ou de la mère. C'est très difficile de pouvoir du coup identifier du coup les coupables, mais il y a une véritable sonnette d'alarme à tirer afin de dominer tous les parents à avoir une vigilance, de ne pas faire confiance, de ne pas faire trop confiance, que ce soit à l'entourage proche ou même à la famille. Les victimes qui sont atteintes, qui ont vécu de l'inceste, sont très souvent noyées dans le silence, la honte, la peur d'en parler, parce que très souvent, ce sont des familles où, du coup, le tabou est très présent. On ne parle pas du corps, on ne parle pas du physique, on ne parle pas des relations sexuelles et encore pire, on ne peut pas parler du viol. Quelquefois, quand les victimes osent s'exprimer, on leur reproche de mentir ou on nie leur témoignage. Quelquefois, on peut leur demander « Est-ce que tu as des preuves ?» Mais non, c'est ton imagination. Mais tu sais, ton oncle, il t'aime bien. Mais non, ton père, il peut jamais faire ça. Mais moi, je le connais bien, c'est une personne bien. T'es sûr que t'abuses pas trop? Et ça, ce sont des propos qui peuvent sortir des frères, des sœurs et même des mères, des pères. L'inceste qui arrive très tôt dans la jeunesse, dans l'enfance, peut emmener ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. C'est une situation qui fait en sorte que la victime oublie du coup le trauma, ce qu'elle a vécu, mais le corps ne l'oublie pas. Donc, cette petite fille, aujourd'hui, en l'occurrence, on parle des femmes, comme l'a rappelé Carmen, mais c'est, comme je l'ai dit, 20% des hommes sont victimes également de l'inceste. Donc, les 80% des femmes, donc celles qui l'ont vécu très jeune ou au début de l'adolescence, vont souvent vivre ce qu'on appelle du coup l'amnésie traumatique, un oubli total ou partiel, des flous, souvent des flashs qui reviennent, des odeurs, des peurs, des craintes, lorsqu'on est entouré de trop d'hommes ou lorsqu'on vit une situation un peu oppressante, lorsqu'on est enfermé ou lorsqu'on se retrouve dans une ruelle toute sombre, des souvenirs, des malaises peuvent ressurgir. Et chez ces femmes à l'âge adulte qui disent avoir du coup pris connaissance de ce mal qui s'est déroulé dans leur jeunesse, disent avoir eu des flashs soudains.
À un moment de leur vie, elles ont eu des flashs, peut-être au travail ou au moment de s'endormir, des images assez violentes donc de ce qu'elles ont vécu dans leur enfance. Petit à petit, les questionnements et on commence à poser des mots sur ces images, sur ces sentiments. Et on fait le chemin de la guérison sur cette douleur qu'on n'a pas appris à vivre avec, mais qui s'est imposée à nous au quotidien par des peurs et des traumatismes, voilà, qui limitent ces femmes-là à vivre une vie normale, à avoir des relations, voilà, avec leurs partenaires de manière normale, avoir une vie de famille normale. Et ensuite, on peut parler du coup de la difficulté d'acceptation. En France, le service qui peut du coup aider ces victimes-là à prendre en charge du coup ces circonstances. Donc il y a le 116 006 qui est disponible 7 jours sur 7. Il y a d'autres numéros utiles comme le 3919 Violence Femmes Info. Il y a le 119 Allô Enfants en danger. Et on peut également contacter le 17 ou le 112 en cas d'urgence immédiate. Donc lorsque vous apercevez qu'une personne, un enfant, est victime du coup de cet abus, si vous avez peur de l'aviser peut-être aux parents ou si vous soupçonnez les parents d'être coupables, vous pouvez du coup contacter ces numéros-là. Une chose importante que je pense que nous devons aussi aborder, c'est le poids du silence. Dans plusieurs familles, on est conscient qu'il y a eu de l'inceste, mais on refuse de l'admettre, on choisit de cacher pour ne pas briser la famille. Il y a même des mamans, des femmes qui ont vécu l'inceste, mais qui, à cause du fait que dans leur jeunesse, ça n'a pas été verbalisé, ça n'a pas été accepté comme tel, elles perdurent ce silence-là lorsque leurs filles ou leurs nièces vont vers elles pour leur parler de quelque chose qu'elles-mêmes elles ont pourtant vécu. Donc c'est un silence qui est devenu normalisé et qui fait en sorte que malheureusement l'inceste continue. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Merci Claude pour ta présentation sur un sujet très souvent tabou, hein, mais qui existe bel et bien dans nos sociétés et partout dans le monde. Hein. Et donc, on espère bien qu'avec cette présentation et les personnes qui vont plus tard revisionner donc en replay notre intervention vont pouvoir être touchées. Celles qui font preuve encore de silence, comme je le disais au début, lorsqu'on parle de violence, il y a toujours le mot silence qui est à côté, quelle que soit la violence. Et donc on espère que ça va pouvoir leur permettre de pouvoir en parler. Et comme on dit, le problème souvent c'est de savoir à qui parler, vers qui se tourner. Claude a parlé du cas de la France, donc il y a un numéro de téléphone, le 3919 par exemple, ce sont des appels anonymes. Mais est-ce que il y a des dispositifs comme ça partout? Ça aussi c'est à voir. Donc merci encore pour cette présentation. Et donc après, nous allons aller vers Abiba. Parce que ces personnes qui ont été victimes d'inceste ou même d'autres violences, ok, le but, la finalité, c'est de se soigner. Et comment le faire? Docteur Abiba Ryan va nous en dire plus. Merci. Oui, merci Carmen de me donner la parole encore une fois. Alors lorsque tu m'as parlé du sujet, j'ai proposé de l'aborder, d'aborder cette violence contre les femmes sous un angle qui me semblait peu connu, peu exploré. C'est l'angle de ses conséquences en termes de handicap. Mon métier de spécialiste en médecine physique et adaptation a fait que depuis de longues années, j'ai eu à recevoir des femmes dans mon cabinet, à les écouter, à les soigner, très souvent sans savoir
l'exactitude de l'origine de leurs mots. Mais pour certaines, si j'ai pu découvrir après quelques séances de prise en charge, j'ai pu découvrir l'origine de ces problématiques et j'ai continué bien sûr à les soigner pour les conséquences, pour certaines physiques, pour d'autres psychologiques et cognitifs et pour certaines aussi psychiques, cognitives et physiques. Donc pour dire que les conséquences sont au-delà du traumatisme lui-même, sont autant problématiques et vont perdurer dans le temps et vont avoir besoin d'une prise en charge médicalisée bien sûr, psychologique, etc. Quand on parle de violence contre les femmes, on pense souvent à l'acte, et à l'agression, à l'urgence bien sûr, mais on parle encore trop peu de ce qui vient après, bien longtemps après, puisque moi je les vois à distance de cet acte de violence. Donc toujours en ma qualité de médecin, je ne vois pas cet acte de violence, je ne la connais pas, je ne fais que la découvrir pendant mes interventions. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que derrière de nombreuses situations de handicap, il y a très souvent une histoire de violence. J'en ai deux qui me reviennent et que je voudrais en témoigner, vous en parler. Je vais le faire dans 2 minutes. Mais aussi, il y a au-delà du physique, des troubles physiques, il y a des troubles psychologiques qui accompagnent ces troubles physiques et ces pathologies sont très souvent étiquetées vous en avez peut-être entendu parler de fibromyalgie, voilà, parce qu'il y a association de douleurs, de dépression, de douleurs non définies, sans maladie découverte, sans étiologie précise, et on dit bon, c'est une fibromyalgie, voilà, vous allez vivre avec vos douleurs toute votre vie, et voilà. Et quand on découvre pourquoi est-ce qu'elles ont cette fibromyalgie ou ces douleurs chroniques avec le versant psy, on découvre qu'il y a un traumatisme. Ça peut être un traumatisme familial, de couple très souvent. Ça peut être aussi un traumatisme, comme l'a si bien dit Laure, il peut être dans le milieu professionnel. Et donc plusieurs formes de violence. Alors moi, mes 2 cas que je voudrais vous partager, il s'agissait d'une dame qui venait des Hautes-Alpes d'ailleurs, puisqu'il s'agit de la France. Elle était moniteur de ski. Et puis, elle s'est retrouvée à mon consultation pour des problèmes cervicaux, pardon. Des douleurs cervicales très importantes, irradiant au bras, très invalidantes, voilà, assez sévères. Donc, je la vois comme, ma foi, toute patiente lambda qui a des problématiques, probablement d'arthrose, c'est ce que je pensais à l'époque. Et puis, je propose des examens complémentaires qui me révèlent évidemment un peu d'arthrose, des disques abîmés, mais aussi un signe de traumatisme, une fracture consolidée dont la patiente ne m'a pas parlé du tout. Et je m'en inquiète, je demande d'autres examens pour affiner la chose. Et lorsque je pose la question à cette charmante dame qui était très charmante en l'occurrence et qui ne m'a parlé de rien, et c'est là qu'elle m'a avoué qu'elle était battue. C'était une femme battue par son ex de l'époque, et que si elle se trouvait dans la région où j'étais moi-même en tant que médecin, qu'elle avait quitté les Alpes, c'était par rapport à ça. Et que elle voulait refaire sa vie dans cette région-là, dans cette nouvelle région, et que malheureusement, elle ne pouvait pas se réhabiliter socialement ni professionnellement, vu ces problématiques du rachis cervical. Voilà comment l'aventure thérapeutique a commencé avec cette dame-là. Bien sûr, je l'ai suivie, soignée, etc. Mais aussi, j'ai pu la conseiller et l'accompagner dans ses démarches de plainte d'abord,
et de demande de compensation à son handicap. Elle est restée très longtemps en situation de handicap, elle y est jusqu'à aujourd'hui, mais elle a pu se réinsérer socialement. Elle s'est d'ailleurs remariée dans cette région et elle a eu un enfant et elle continue toujours à me consulter à ce jour avec malheureusement ses séquelles. Voici le premier exemple que je voulais vous partager. Un deuxième cas aussi, qui date de quelques années derrière, d'un monsieur qui venir me consulter pour ses problèmes personnels. À l'époque, je travaillais, entre autres, je remplaçais dans un cabinet où se trouvait une radio. On pouvait faire des radios. Le monsieur me consulte plusieurs fois. Et puis, à une des consultations, me suggère de voir son épouse, ce que j'accepte. Et donc, il me ramène son épouse, très introvertie, très timide, qui commence à me parler timidement à côté de son époux. Donc, elle me dit la moitié des choses et c'est son époux qui prend la parole à sa place. Le sujet, c'était qu'elle avait mal au poignet depuis longtemps, qu'elle ne pouvait plus faire son ménage, vaquer à ses occupations quotidiennes par rapport à ce poignet qui était très, très douloureux. Mais encore une fois, c'est son mari qui prenait la parole à chaque fois. Et je la sentais très timide, très gênée, voire peureuse. Et là, je lui suggère de passer à la salle de radio, parce qu'à l'époque, il y avait une radio qu'on pouvait utiliser nous en tant que médecin et faire des radios assez simples, pas de scanner, mais une radio. Et donc je l'amène avec moi en laissant son époux dans le bureau. Et une fois à la radio, donc je lui fais cette radio. Elle me dit encore rien. Et quand je vois cette radio, je l'interprète et je vois qu'il y a au niveau de ce poignet une fracture déplacée mais consolidée dans cet état-là. C'est-à-dire elle a été déplacée, elle a déformé le poignet et elle a consolidé. C'est-à-dire, elle s'est recollée. Et quand je pose la question, elle me dit oui, en effet, c'est une fracture qui date de, je ne peux pas souvenir, mais d'1 an ou 2 ans derrière. Ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes allé voir un médecin? Est-ce qu'on vous a plâtré? Est-ce qu'on a immobilisé le poignet? Et c'est là qu'elle s'épanche et qu'elle me dit attention, ne le dites pas, mais c'est mon mari qui m'a tordu le bras et qui m'a frappé. Et il a jamais voulu que je consulte. Il a jamais voulu que je consulte et quand il m'a ramené vers vous, j'étais contente, mais j'avais peur d'en parler devant lui. Mais surtout, ne lui en parlez pas. Voilà. Donc, je retiens tout ça, je reviens au bureau et j'informe l'époux que son épouse a malheureusement une fracture qui a mal consolidé et qui justifie les douleurs qu'elle a, etc. et l'impotence fonctionnelle, la gêne fonctionnelle qu'elle a au quotidien. Et de là, il se justifie en disant non, ah oui, peut-être qu'elle est tombée, je pense, oui, effectivement, qu'elle avait glissé une fois, mais bon, je ne savais pas, etc., etc. L'histoire est bien plus longue après. J'ai accompagné la patiente dans ses démarches aussi, d'autant qu'elle ne sortait pas de la maison, elle avait que des garçons qui travaillaient avec le père dans une boucherie. L'histoire est beaucoup plus longue, mais je voulais m'arrêter à ça pour vous dire que dans mon domaine à moi et dans mon expérience à moi, j'ai énormément découvert d'histoires de ce type qui au début viennent pour des problèmes physiques, psychiques et cognitifs parfois, et parfois les trois à la fois. Et la cause en est des traumatismes, soit passés inaperçus, soit non dévoilés. Donc voilà, je voulais mettre en exergue un peu cet aspect. Alors, je voulais aussi parler de cas, pas précis, mais de cas en Afrique que j'ai pu rencontrer dans le cadre de mes actions humanitaires. Pareil, des femmes porteuses de handicap dues à des violences, mais la peine, elle est double pour les femmes en Afrique. Parce que en plus de cette violence qui a occasionné le handicap, il y a les difficultés à se soigner, les difficultés économiques, les difficultés de parcours de soins, et elles restent sans se soigner, sans pouvoir le dire à qui que ce soit avec leur handicap toute leur vie. Donc la problématique est la même pour
pour l'Europe ou pour l'Afrique, mais le problème est pire en Afrique parce qu'il y a encore moins de soins, moins de capacité de gérer le handicap sur le plan médical. Voilà ce que je voulais partager avec vous, parce que il y a la violence, il y a l'acte même de la violence, mais il y a aussi les suites qui malheureusement sont parfois difficiles à gérer. Parfois la femme a peur de consulter. Quand elle consulte, elle ne dit pas que c'est à cause de la violence qu'elle en est arrivée là. Mais voilà, moi, dans ma pratique quotidienne, je discute beaucoup avec le patient jusqu'à l'amener à avoir confiance et dévoiler les vraies raisons de son problème. Et j'y arrive assez souvent. Ce sont 2 cas dont je me rappelle, mais il y en a bien plus. Et je voulais mettre ça en avant. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci Aviva pour ta présentation. Et merci encore parce que il y a encore le silence qui revient à chaque fois où les victimes se posent la question ou des fois n'en parlent pas. Et là, c'était le hasard. C'était le hasard. Le monsieur était parti, mais il n'imaginait pas que l'époux ne pensait pas que tu allais arriver jusqu'à faire une radio et ainsi de suite pour voir ce qu'elle avait vraiment dans son poignet. Merci encore pour ta présentation. Et donc, je vais moi vous parler du procès des viols de Mazan. Donc, quand on entend ce grand mot, les viols de Mazan, on a l'impression pas parler de plusieurs viols sur des personnes différentes, donc avec plusieurs victimes. Mais le procès des viols de Mazan ne concerne qu'une seule victime, Gisèle Pelicot. En revanche, il y a plusieurs violeurs, plusieurs agresseurs, plusieurs accusés. Je ne vais pas vous parler de cette affaire dans le détail vraiment. Je vais peut-être présenter certains points. Le but ici est de voir ce que révèle ce procès par rapport à la société française. Est-ce que c'est le miroir de la société française lorsqu'on parle de viol de femmes, on va dire? Alors, c'est un procès qui s'est déroulé pendant 4 mois, de septembre à décembre 2024, dans le Vaucluse, donc dans le sud, en France. Mais qu'est-ce que l'affaire Pelicot? C'est 51 hommes qui se retrouvent sur le banc des accusés parce qu'ils ont violé une femme. Parmi ces 51 hommes, il y avait l'époux de la victime, Dominique Pelicot. Ils se retrouvent sur le banc des accusés parce que ceux-là ont pu être identifiés dans des vidéos. Et sinon, il y avait plus que 51. Et cela s'est passé pendant une dizaine d'années. Et comment cela s'est passé? L'époux Dominique Pelicot droguait son épouse aux anxiolytiques. Il est allé sur un site qu'on appelle coco.fr, qui avait été interdit en France et qui, encore il y a quelques jours, a été encore admis. Donc les hommes peuvent encore aller sur ce site-là. Il est allé lui-même recruter des hommes pour violer sa femme. Comment l'affaire démarre? Dominique Pelicot est dans un supermarché. Il a un dispositif de caméra et il est en train de filmer sous les jupes des clientes dans le supermarché. C'est comme ça que l'affaire commence. Et le vigile le voit, il se fait arrêter et ils ont demandé à une des dames victimes de porter plainte. C'est parce qu'une des dames a porté plainte que l'affaire démarre. Et quand ça commence,
Mais la police, elle a pris l'affaire vraiment au sérieux. C'est-à-dire qu'elle a vraiment bien travaillé. Ils sont allés perquisitionner chez le monsieur. Et c'est quand ils vont perquisitionner, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils ont trouvé, hein. C'est quand ils sont allés perquisitionner qu'ils ont trouvé des vidéos. Mais c'est-à-dire que c'était le procès en France où il y avait, je cite, une surabondance de preuves. Une surabondance de preuves, mais malgré la surabondance de preuves, parmi les accusés, il y en a qui ont plaidé non coupables. Il y en a qui ont même fait appel. Et ce qui est, comment je vais dire, terrible, il y a l'horreur de ce que c'est pour une femme de découvrir que son époux, qu'elle voit comme un homme aimant, qui aime ses enfants, a été violé à cause de lui, à sa demande, pendant une dizaine d'années. Elle ne s'en souvient pas. Parce que il y avait ce qu'on appelle la soumission chimique. Donc, elle était droguée. Ce qui est aussi, ce qu'on peut dire aussi de ce que ce procès révèle aussi, c'est que il y a eu une centaine de viols, hein, sur la seule victime de Gisèle Pelicot. Une centaine de viols. Tout était filmé. Et ces vidéos ont été projetées pendant le procès. Et la victime, Gisèle Pelicot, a demandé un procès public. Elle ne voulait pas de huis clos parce qu'elle voulait que la honte change de camp. Elle voulait que ce soit politique pour qu'on puisse parler de ce problème de soumission chimique. Quel était le profil des violeurs, des hommes qui étaient sur le banc des accusés? Mais ce sont des hommes, on va dire, au profil, on va dire, banal. Et je dis banal parce que ce sont des hommes de tous les jours qu'on peut croiser. Parmi les 51 qui étaient sur le banc des accusés, au moment du viol, l'âge variait entre 22 ans au moment du viol. Ça variait entre 22 ans et 67 ans. Dedans, vous aviez de tout. Des journalistes, des personnes au chômage. Il y avait même un parent qui était en train d'adopter, c'est-à-dire qui avait entamé la procédure d'adoption. Donc, ce sont des gens normaux, on va dire. C'est-à-dire que là, il n'y a pas le puissant, non, ce sont des gens qu'on peut croiser tous les jours, des pères de famille qui étaient sur le banc des accusés. Et cette banalité-là, justement, comme disaient les féministes, les associations qui étaient présentes, parce que elle a été soutenue dans toute la France. Il y a eu des manifestations dans toute la France pour la soutenir, elle, mais pour montrer aussi la colère. Parce que finalement, ça c'était un cas parmi tant d'autres. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'elles ont l'habitude de dénoncer. Et là, heureusement, Gisèle Pelicot avait dit que ce ne serait pas un procès à huis clos. Donc tout le monde pouvait voir la stratégie de défense des accusés, de leurs avocats. Et ressort le terme qu'on appelle la culture du viol. La culture du viol, c'est en fait montre que le viol est ancré dans la représentation culturelle en fait, qui sont valorisées dans la société. C'est ce que révèle ce procès. Qui sont valorisées dans la société. En général, on parle du secteur du cinéma, des arts, de la peinture, avec un discours très souvent porté par des hommes, selon lequel quand une femme dit non, en réalité, c'est un oui. Le désir, en fait, la femme, elle est plus désirable quand elle résiste, contrairement à lorsqu'elle est consentante. Donc, c'est ce que eux, ils cherchent, en fait. C'est ça la culture du viol.
Et avec ce procès, on voit que cela, on a vu plutôt l'angle dans le foyer conjugal entre époux. Et là, c'était encore plus sordide parce que c'était son époux. Et comme elle était droguée, elle ne pouvait pas être consentante. Mais il y a quand même des personnes qui ont plaidé non coupables. Et ce qui est aussi, comment je vais dire, que l'on constate aussi, ce que révèle, ce qui est inédit, c'est qu'il y a un renversement de situation. Pas de huis clos, procès public. D'habitude, quand on parle de viol, c'est un violeur face à plusieurs victimes. Et là, on a une seule victime, plusieurs violeurs, dont le mari. Parmi les accusés, je veux dire. Et la surabondance de preuves est un élément qui a été, qui est inédit et qui, malgré cela, on a encore vu une stratégie de la défense. Lorsqu'il s'agit des affaires de viol, on a toujours tendance à questionner le comportement de la victime. Et même là, avec les vidéos, on a cherché à dépeindre Madame Pelinko comme une femme aux pratiques sexuelles douteuses. Bien que tout était avéré, il y avait des vidéos, tout le monde a vu les vidéos. Et on avait en face, on avait 51 accusés, et il y en a même un qui est décédé, bien avant le procès, qui avait été identifié, mais qui est décédé. On avait cette femme qui était digne, qui était droite, qui avait décidé que la honte devait changer de camp. D'habitude, on a des victimes qui ont peur de parler, dont on doute même de la parole, qui sont souvent diminuées, mais elle, c'était le contraire. Elle avait dit, il fallait que ce procès soit politique. Et avec la très forte médiatisation, la stratégie de la défense a été très, on va dire, virulente. Ils sont même allés chercher des images, des photos d'elle avec des tenues affriolantes pour pouvoir la culpabiliser. Et à un moment donné, elle a même dû crier « La victime, c'est moi ». Parce qu'il y en avait qui disaient « Non, ce n'est pas possible ». Il y en a même qui ont fait appel. Et il y en a même parmi les accusés non, qui ont dit non coupables et qui ont dit, et là on revient encore sur la culture du viol, en disant que c'est vrai qu'ils avaient été contactés, mais vu que c'est le mari qui les avait appelés, ça veut dire que la femme n'avait pas son mot à dire, que forcément elle était consentante, puisque c'est le mari qui avait appelé, donc ils avaient l'autorisation, ils avaient la permission de pouvoir utiliser, se servir du corps de l'épouse comme il voulait. Donc là, on est encore dans la culture du viol. Et selon les chiffres officiels en France, la moitié des auteurs sont connus des victimes. Je reviens encore sur ce que disait Claude, puisqu'elle a abordé. La moitié des auteurs donc sont connus des victimes parce que en matière d'agression sexuelle et de viol, ce sont souvent des viols dans le cadre familial, intime, fréquent, viol conjugal. Et ce qu'on peut également dire, c'est que le 3919, le numéro gratuit d'appel en France, grâce à ce procès, il y a beaucoup de femmes, en fait, les appels ont augmenté. Et beaucoup de femmes se sont dit, si Gisèle Pelinko a eu le courage de parler, de se retrouver devant tout ce monde, et que tout le monde voit ce qui lui est arrivé, c'est que elle qui n'a pas parlé depuis des années, elle pouvait en parler. En fait, le courage de Gisèle Pelinko a donné, a déclenché, si je peux dire, le courage chez ces personnes-là, parce que elles avaient enfoui. On va parler aussi de, comme a dit tout à l'heure Claude, de l'amnésie traumatique. Ce qu'elles avaient enfoui a soudainement ressurgi dans leur mémoire.
et ce qu'elles avaient oublié, parce qu'il y en a même qui avaient oublié, toutes celles qui appelaient le 39-19. Mais ce que révèle encore ce procès, c'est que en France, très peu de procès pour viol ou même aboutissent en fait. Très peu. Très peu. Il y en a très peu qui n'arrivent même pas au procès. Soit manque de preuves, soit elle n'en parle pas, ou bien quand elle se réveille, il y a prescription. Et ce qui montre encore que la société est encore dominée, elle est encore patriarcale, on va dire, sur ces questions de viol et de la culture du viol. Et cela montre aussi que il y a encore beaucoup à faire. Il y a des choses qui sont faites au niveau juridique, au niveau de la loi, au niveau politique, mais il y a encore beaucoup à faire. Et heureusement qu'il y a des associations qui font bien leur travail, qui accompagnent et qui rappellent, donc qui nous rappellent qu'il y a ces questions-là, qu'on ne doit pas les oublier. Gisèle Pelicot, c'est une personne, c'est un personnage qui va marquer ou qui a marqué l'histoire de la France. Mais ça nous ramène à cette question de l'invisibilité, du silence. Parce que tout le monde n'a pas le courage de Gisèle Pelicot à demander un procès public. Tout le monde n'a pas ce courage. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant, avant la fin. Et donc là, je passe la parole à Lydiane. Merci. Merci, Carmen. Alors, je vais citer quelques chiffres pour fixer la réalité. Donc, une femme sur 10 est victime de violences conjugales en France. Un féminicide tous les 2 à 3 jours. Moins de 20% des victimes portent plainte. Le Grand Est fait partie des régions où le taux de signalement progresse, mais reste sous-estimé par rapport à la réalité. À Strasbourg, nous avons la chance d'avoir un tissu associatif fort. SOS Femmes Solidarité, le CIDFF, le planning familial, l'association Viaduc. Nous avons des dispositifs d'hébergement d'urgence, un accompagnement juridique. Le 39-19 est accessible 24 heures sur 24. Et pourtant, les violences continuent. Pourquoi ? Les limites. Et les limites sont celles-ci. La sous-déclaration. La plupart des femmes ne parlent pas. Par peur, par honte, par épuisement. L'isolement. Beaucoup de victimes n'ont plus de réseau, plus d'amis, plus de famille autour d'elles. La difficulté matérielle de partir. Où aller? Avec quel argent? Avec les enfants? Même dans une ville structurée comme Strasbourg, la violence reste. Souvent invisible. Parce qu'elle se joue derrière des portes fermées, dans des couples que l'on croit connaître, chez des femmes qui sourient encore en public. Avant le premier coup, il y a souvent des années de mots qui cognent. La violence ne tombe pas du ciel. Elle suit un cycle. La tension monte. La crise éclate.
La justification, c'est de ta faute, tu m'as poussé. La lune de miel, regret, cadeau, promesse. Et le cycle recommence, de plus en plus court, de plus en plus violent. L'emprise, c'est un mécanisme de destruction lente. On isole, on dévalorise, on contrôle. Petit à petit, la victime perd confiance en elle, en son jugement, en sa capacité à s'en sortir seule. Elle finit par croire qu'elle mérite ce qu'elle vit. C'est pour cela que partir est si difficile. Et c'est pour cela aussi que le moment de la séparation est le plus dangereux. La majorité des féminicides surviennent au moment où la femme tente de partir ou juste après. Une femme qui reste n'est pas une femme faible. C'est une femme qui survit dans un système qui l'a rendue invisible à elle-même. Voir, comprendre, c'est la première étape. La seconde, c'est agir. Et chacun de nous, à son échelle, peut faire 4 choses simples. Être présent, ne pas détourner le regard, oser poser une question à une amie, une collègue, une voisine. Connaître les numéros tels que le 3919, Violence Femmes Info, et le 17 en cas d'urgence. Soutenir les associations locales par des dons, du bénévolat, le relais de leurs actions sur les réseaux, porter le sujet, en parler autour de soi, en famille, au travail, en ligne, sortir le sujet du silence. Le rôle du G100, en tant que membre du G100, nous avons une responsabilité particulière, celle de porter la voix de celles qui ne peuvent pas parler, de faire réseau, de faire lien, de faire bouger les choses. Ok, alors, merci encore pour toutes ces belles interventions. Je dis belles interventions, le sujet n'est pas gai du tout, mais je dis belles interventions parce que nous avons pu écouter des sujets qui finalement des thématiques en fait qu'on a pu croiser, où on connaît un proche qui a peut-être été victime d'une situation ou d'une autre. Et donc là, il y a eu on a eu des témoignages et on a eu également des approches, des solutions, des conseils. Et donc là, avant de clôturer la séance, je vais demander à chacune d'avoir un mot de fin, 1 minute, pas très très long, et avant de clôturer la séance. Merci. Donc nous allons commencer par Laure. Merci Carmen, merci à toutes, merci à Liba pour ce que tu nous as vraiment communiqué en ce soir. Merci Lydiane, merci Berthe, Marie-Berthe, merci Claude, vraiment ça a été très très édifiant. Toutes les expériences que vous nous aviez proposées ce soir. Et je voudrais, pour conclure, dire que le cas, en fait, le sujet que j'ai abordé ce soir ne me concerne pas seulement. En fait, on retrouve cette situation dans toutes les administrations du Gabon. Il y a certaines peut-être qui n'en parlent pas, mais j'ai voulu être le porte-voix de ces femmes qui continuent à être dans le silence. Comme l'a si bien dit Carmen, que quand on revoit un peu, quand on réécoute un peu tout ce que nous avons dit, nous nous rendons compte que le silence vraiment est de mise, que les femmes n'en parlent pas, que les personnes qui subissent ces violences n'en parlent pas. Et je voudrais dire à ces femmes, par ma voix,
que vous n'êtes pas seul. Osez parler, sortez de votre silence et dénoncez en fait ces actes d'un autre âge. Vous êtes des femmes fortes. Nous sommes dans une société où la femme est mise en avant. Nous sortons tout dernièrement d'une décennie de la femme où la femme a été portée au plus haut point. C'est pour montrer que la femme a une très importance au niveau de la société. Déjà, elle occupe des hautes fonctions, comme on le disait auparavant, et les femmes vraiment dans toutes les sphères de la société. Mais ces femmes doivent pouvoir se dire qu'elles sont fortes. Elles ne doivent plus se taire, elles doivent faire valoir leur importance. Ce sont des femmes fortes, ce sont des femmes dynamiques, ce sont des femmes essentielles pour notre société et la société a besoin de nous. Donc, soyons des modèles, soyons des femmes dignes, soyons des femmes responsables, nous sommes intelligentes, nous ne devons plus nous laisser menacer par nos collègues hommes ou femmes, hein, parce que c'est pas seulement les femmes, les hommes qui violentent les femmes. Il y a aussi les femmes entre elles hein, qui se font la guerre parce que peut-être l'autre voit à l'autre, l'un voit à l'autre une menace et puis pour cacher son handicap, elle commence à attaquer. Donc elle devient l'agresseur ou bien il devient l'agresseur et non la victime. Donc c'est un peu ce que je tenais à dire. Ne soyez plus invisibles, montrez que vous êtes forte et montrez que vous êtes des femmes essentielles. N'acceptez plus que l'on dise de vous que vous êtes incompétente, que vous êtes nulle, non. Que vous êtes invisible, non. Parlez, montrez ce que vous êtes et c'est en ça que vous allez changer le monde, vous allez changer votre nation. Merci. Merci Laure. Marie-Berthe, s'il te plaît. Merci beaucoup, Carmen. Je remercie tous les panélistes. Juste vous dire que ce webinaire était très édifiant pour moi, de par les expériences que vous nous avez partagées. Personnellement, j'ai beaucoup appris. Tout ce que je veux dire, je pense que Laure m'a devancé un peu, mais juste faire ressortir que il faut dire que chaque violence que subit une femme est une perte déjà pour sa famille, est une perte déjà pour sa communauté et aussi une perte économique pour son pays. Donc le plus important aujourd'hui, c'est de protéger les femmes, de garantir leur dignité, mais aussi de renforcer leur autonomie. C'est très important. Et cela aussi a aussi des conséquences sur plutôt la sécurité alimentaire et la résilience économique de nos nations. Donc, ne les négligeons pas parce que souvent, dans certaines communautés, les gens ne sont pas sensibles à ces questions de VBG, surtout en milieu rural. Ils le confondent plus avec les réalités sociales ou bien culturelles. Mais ce sont des femmes silencieuses qui subissent et qui aujourd'hui est une conséquence dans leur activité. Donc, tout simplement, davantage, il faut qu'on sensibilise davantage et avoir ces cadres d'échange est important. Mais le plus souvent aussi, il faut qu'on aille vers ces communautés parce que souvent, elles n'ont pas peut-être accès à ces outils aujourd'hui, Internet et tout, pour pouvoir être sensibilisées davantage. Et peut-être on va, dans l'avenir, organiser des séances en plein air, ou surtout en présentiel, devant ces communautés qui sont victimes de ce genre de cas. Et pourquoi pas, peut-être aujourd'hui, demain, avec notre Global Share, on aura la possibilité d'avoir des instances d'écoute ou bien des boutiques de toi-même qu'on va mettre en place pour permettre de prendre en charge ces victimes. Merci beaucoup, Carmen, pour cette initiative. Merci à mes très chères sœurs du G100.
pour votre pertinence. Merci. Merci, Marie-Berthe. Claude. Merci. Oui, alors merci à toutes pour vos présentations qui est très enrichissantes. Donc, un mot de fin, j'aimerais inviter toutes les personnes qui nous suivent à rentrer dans ce combat contre le silence autour de l'inceste. Commencer par briser le silence, c'est commencer par accepter que l'inceste est un crime, est une anomalie et permet aussi aux victimes de s'ouvrir. J'ai préparé quelques phrases, quelques mots pour clôturer du coup ma présentation sur ce sujet. Qu'on soit enfant ou non, conscient ou non, au moment des faits, le viol incestueux reste un crime. C'est une atteinte grave à la dignité humaine. Et ce crime ne s'arrête pas au moment où il est commis. Il devient un poids lourd que la victime peut porter pendant des années, parfois toute une vie. Ce poids est d'autant plus difficile à porter qu'il est entouré de silence, de non-dits et de faux semblants. À l'âge adulte, certaines femmes continuent de côtoyer leur agresseur parce que c'est un membre de la famille, parce que c'est un proche, parce que préserver l'équilibre familial semble plus important que la vérité. Et dans ces situations, la violence ne disparaît pas, elle se transforme, elle devient intérieure, invisible, mais toujours présente. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention et je repasse le micro à Carmen. Merci Claude, Lydiane, et ensuite je vais... Aviva, désolée. Oui, merci de nouveau pour toutes ces interventions, toutes aussi riches les unes que les autres, mettant en avant l'importance de déceler et prendre en charge les violences contre les femmes. Moi, pour conclure, j'aimerais insister sur une idée essentielle. La violence contre les femmes ne disparaît pas après le temps. On l'a vu tout à l'heure, elle se transforme. Elle s'inscrit dans le corps, elle s'inscrit dans le psychisme et parfois dans une forme de handicap durable. Mais ce qui est plus préoccupant, c'est que l'origine de ces mots est très souvent ignorée, minimisée, voire totalement passée sous silence et parfois tue par la victime elle-même. Or, comment bien soigner, comment bien accompagner si l'on ne prend pas en compte la véritable origine des troubles? En ma qualité de médecin, je suis convaincue que parler de l'origine des douleurs, des fragilités, des handicaps, y compris lorsqu'elle est liée à la violence, est une étape fondamentale pour une prise en charge adaptée. Cela permet non seulement de mieux comprendre, mais aussi de proposer un accompagnement global, une prise en charge adaptée et surtout efficace. Quelle est ma recommandation aujourd'hui? C'est oser interroger quand on est thérapeute, quand on est à l'écoute, thérapeute ou pas, mais quand on est thérapeute, il faut oser demander, oser poser des questions, oser entendre et oser reconnaître la violence comme une cause possible de handicap. Cela implique de former des professionnels, de libérer la parole des femmes et de créer des espaces sécurisés où des réalités peuvent être exprimées sans crainte. Parce que nommer l'origine, c'est déjà commencer à réparer. Et reconnaître cette réalité, c'est offrir à ces femmes une véritable chance de reconstruction. C'est ce que je m'attelle à faire depuis des années et que je continuerai à faire. Merci Carmen pour m'avoir donné la parole dans ce sujet, pour ce sujet, ma foi, crucial et très intéressant. Merci à vous toutes. Merci Aviva, Lydiane. Pour conclure, je dirais ceci. La violence contre les femmes ne commence pas par un coup. Elle commence par un silence. Et aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de ne plus laisser ce silence exister. Merci.
Merci Lydiane. Pour conclure sur mon intervention, donc ce que révèle le procès des viols de Mazan, est-ce que c'est le miroir de la société française? Le miroir, on va dire oui, parce que les personnes, les accusés, on va dire, c'était des personnes banales, c'est-à-dire que ce sont des personnes en qui les gens peuvent se reconnaître, parce que ce sont des personnes de la vie de tous les jours, hein, qui ont des métiers de tous les jours, journalistes, facteurs. Mais ce que révèle aussi ce procès, c'est que en France, le viol est peu pénalisé. Et le taux de classement sans suite, au moment du procès, selon une étude de l'Institut de politique publique, était très élevé. Il était à 94% de taux de classement sans suite. Ça veut dire que peut-être les victimes décident d'aller porter plainte peut-être trop tard. Il y a peut-être prescription. Ou alors, quand elle va au poste de police, on ne l'écoute pas ou on ne la croit même pas. Parce qu'on va lui demander peut-être comment étais-tu habillée, peut-être que tu étais aguicheuse, peut-être c'est elle la victime. Et donc, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui restent chez elle. Ce que révèle aussi ce procès, c'est que grâce au courage de Gisèle Pellicot, qui a refusé le huis clos, on a pu voir, on a pu assister à ce procès jour après jour. Et on a vu comment la défense a organisé sa stratégie. Malgré la surabondance de preuves, car il y avait tellement de vidéos, tellement de photos, puisque cette femme avait été violée pendant une dizaine d'années. C'est-à-dire que les viols ont commencé en région parisienne quand ils ont déménagé à Mazan, même quand ils étaient en vacances. Le monsieur recrutait des hommes pour violer sa femme, même en vacances. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que ça ne s'est pas arrêté à sa femme, aux belles filles, où il y avait des vidéos, des caméras, il les voyait sous la douche. Sa fille, sa propre fille, qui, elle aussi, est devenue une victime dans l'affaire. Il y a des victimes collatérales, bien sûr, en tant qu'enfant, mais elle-même aussi. Et pour conclure, généralement, les mots qui reviennent sont l'invisibilité et le silence. Lorsqu'on parle de viol, de violence, à côté de ce mot, il y a toujours silence, parce que tout le monde ne parle pas. Quand on en arrive au féminicide, comme l'a si bien souligné Lydiane, avant le féminicide, il y a toujours des signes avant-coureurs. C'est soit de la violence verbale, des coups, pour en arriver au féminicide. Grâce à l'intervention de Laure, on a pu voir que les violences touchent toutes les couches de la société. On peut être compétent en milieu professionnel, on peut être bien éduqué. Il va toujours avoir des hommes qui vont dénigrer, faire en sorte que la femme manque de confiance en elle-même et se questionne sur la fonction qu'elle occupe, sur ses compétences. Ça arrive très souvent aux femmes. Et grâce à l'intervention de Marie-Berthe, nous avons vu qu'en milieu rural, au Sénégal, la femme qui est la source même des activités génératrices de revenus ne peut pas mener à bien ses activités parce que son époux va faire en sorte que ça ne puisse pas se faire comme il se doit. Son matériel est confisqué,
Elle est répudiée. Elle n'a pas accès à la terre. Elle a travaillé toute sa vie sur cette terre-là, mais la terre, elle la laisse parce que c'est une femme. On a vu avec Claude que, tout comme pour le procès de Joël de Mazan, les violences sont très souvent familiales. Et avec l'inceste, c'est familial. Il y a encore le problème de silence et d'invisibilité. Et elle a même souligné que pour certaines mamans qui avaient été elles-mêmes victimes, vu que leur problème n'avait pas été résolu, elles n'en avaient pas parlé, quand leurs enfants, neveux, nièces viennent vers elles pour en parler, elles ne font pas, elles n'en parlent pas en fait. Elles continuent d'être dans le silence. Et avec les interventions de Habiba, elle a pu voir, elle nous a montré qu'en tant que thérapeute, en tant que médecin, il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter, il faut poser des questions pour pouvoir découvrir s'il y a violence ou pas. C'est très important de creuser, de poser des questions. Et que la violence n'était pas forcément celle qui est visible. Effectivement, parce que même avec l'or, c'était une violence qui était invisible, puisqu'il n'y avait pas de coup physique, on ne pouvait pas le voir. Avec Aviva, en tant que médecin, la patiente est arrivée pour un problème de poignet cassé, de poignet, elle ne pouvait plus travailler, mais finalement avec une radio, on a vu qu'il y avait plus que ça. Et Lydia nous avait montré que on doit parler, on doit s'intéresser, on doit s'engager par rapport aux recommandations qu'elle a faites. Et nous, en tant que G100 Global Networking, lorsque nous abordons ce genre de thème, ce ne sont pas des choses qui restent uniquement, on va dire, sur des paroles. Toutes ici, nous sommes engagés et chacune dans son pays ou dans son, comment je veux dire, dans son milieu, peut faire en sorte, peut créer certaines instances d'écoute, peut s'impliquer et peut même déjà travailler avec des associations déjà existantes pour pouvoir faire de la sensibilisation. Parce que ce que l'on pense souvent banal n'est pas banal. On se dit, ah mais bon, mais ça commence par là en fait. Et donc la sensibilisation doit se faire très très tôt. Et on a parlé tout à l'heure de ce qui était systémique, de les lois, l'environnement, tout était toujours selon le discours des hommes. C'est-à-dire que tant dans le milieu du cinéma, on a vu de l'art ou de la peinture, en parlant de la culture du viol, le non, en fait, veut dire un oui. Et il y a beaucoup d'affaires ici en France qui touchent le milieu du cinéma, qui touchent des stars que l'on connaît. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment concernant les viols et les violences. Et des victimes portent plainte des années plus tard. Et on se demande, les gens disent souvent, mais pourquoi c'est maintenant? Mais parce que quand on est victime, c'est difficile d'en parler. Tout le monde n'a pas le courage de Gisèle Pelicot. C'est difficile d'en parler. Encore qu'elle savait tomber dessus, elle ne savait pas. Et donc, je vous dis merci à toutes. Merci pour les thématiques. Merci et merci aussi aux spectateurs. N'hésitez pas à partager cette séance. Et nous allons nous retrouver
le mois prochain pour parler d'entrepreneuriat féminin. Et si vous êtes bilingue ou trilingue, vous pouvez regarder les vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube en anglais, en espagnol ou en portugais qui parlent également de la thématique des violences contre les femmes. Merci. Et au revoir. Merci, Carmen. Au revoir.